Un immeuble s'est écroulé dans le grand marché international de Lomé en début de mois. Quelques semaines après, les riverains attendent toujours la libération des espaces commerciaux occupés par les gravats. En Zambie, l'ex-ministre Chisimba Kambwili, un des critiques les plus virulents de l'actuel président du pays, Edgar Lungu, a nié les accusations de fraude qui pèsent sur lui. C'était le lundi à l'ouverture de son procès. Le directeur général de l'OMS, en marge de la conférence internationale des ministres de la Santé et d'éthique sur la sécurité des soins en Afrique, s'est rendu au laboratoire de dépistage et du traitement de la tuberculose. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Des morts, des blessés et des dégâts matériels considérables. C'est le tableau du drame survenu au grand marché de Lomé le 1er juin dernier. Il s'agit de l'écroulement du haut d'un immeuble dans ce marché international. Quelques semaines après, les riverains attendent toujours la suite des informations sur le devenir de l'immeuble pour la libération de leurs espaces commerciaux. Ferdinand Agalé, notre correspondant sur place, s'est rendu à leur côté pour recueillir leur avis. Reportage. 2 semaines après, 4 tricycles sont encore sous les débris devant cet immeuble dont le haut s'est écroulé le 1er juin dernier au grand marché de Lomé, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Aussitôt après le drame, un périmètre sécuritaire de circulation a été défini autour de l'immeuble. D'après moi, sûrement, il y a eu problème au niveau de la construction, surtout l'architecte, parce qu'en voyant les choses, c'est comme s'il n'y a pas, l'architecte n'a pas pris soin du travail. En plus, il n'y a pas beaucoup de ciment et des fers dans la construction. Les boutiques se situant dans ce périmètre, bien gardées par les forces de l'ordre, sont fermées. Ça a vraiment empiété sur notre activité, parce que voilà ma boutique. Et nous, on est en train d'exposer là. Et moi, je fais un chiffre de 800 000 environ par jour. Là, je me retrouve à faire des chiffres de 35 000, 40 000, parce que je suis à l'extérieur. Nous, on aimerait quand même savoir, l'immeuble va être démoli. Selon vous, est-ce que ça va être démoli? Ça doit être démoli, complètement. Ou au pire des cas, avoir les dépenses qu'elle a fait, tout ça, au pire des cas, enlever les 3 parties qui sont endommagées. Les riverains sont assoiffés des informations sur la suite du drame et l'avenir de l'immeuble. Selon eux, les responsables des boutiques fermées contractent de jour en jour des dettes. Toujours au Togo, le Front citoyen Togo Debout, créé en 2017, milite pour le retour de la paix durable dans le pays. La semaine écoulée, les membres et sympathisants de ce nouveau regroupement des syndicats et des organisations de la société civile étaient en face des médias. Ferdinand Agadé pour le compte rendu. Prôner le vivre ensemble par la culture de la paix, le Front citoyen Togo Debout réunit la population à la cause en ce temps de crise que traverse le pays depuis le 19 août 2017. Et nous avons organisé cette campagne ou cette conférence publique pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Parce qu'en réalité, ce sont les pouvoirs publics qui ont les moyens d'entreprendre sur les libertés pour les interpeller, pour dire que la répression telle qu'elle se passe dans notre pays contribue à semer un climat de psychose, un climat de terreur, et que ça ne participe pas à l'émancipation des Togolais, ça ne participe même pas à des mesures pour qu'on puisse sortir de la crise dans laquelle le Togo est plongé depuis un certain moment. Le Front citoyen Togo Debout, un regroupement de la société civile et des syndicats, milite contre la violence faite à la population togolaise sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Nous pensons que le message va atteindre la cible, mais aussi c'est une campagne que nous avons lancée et nous allons multiplier les actes qui s'inscrivent dans cette campagne, notamment en rencontrant les autorités compétentes. Et je crois que c'est un patrimoine pour nous tous de savoir que puisque la personne humaine est inviolable et sacrée, puisque la personne humaine doit être placée au centre de toutes les entreprises humaines, on ne peut pas, comme d'habitude, comme tout le monde le sait, on ne peut pas chercher à accéder au pouvoir en marchant sur des vies humaines, on ne peut pas chercher à s'accrocher au pouvoir en marchant aussi sur des vies humaines. La sortie pacifique de la crise au Togo est vivement souhaitée par le Front citoyen Togo Debout.
En Zambie, l'ex-ministre Chisimba Kambouli, un des critiques les plus virulents de l'actuel président du pays, Edgar Lungu, a nié les accusations de fraude qui pèsent sur lui. C'était ce lundi à l'ouverture de son procès devant un tribunal de Lusaka, la capitale, un procès dont la prochaine audience a été fixée au 3 septembre prochain. Reportage. Arrêté en mars à son domicile de Lusaka, la capitale zambienne, Chisimba Kambouli, élu du Front patriotique, le parti au pouvoir, est accusé d'avoir acquis des propriétés avec des fonds d'origine suspecte et obtenu des avantages financiers indus. Les accusations de fraude qu'il a niées ce lundi à l'ouverture de son procès devant un tribunal de Lusaka. Au total, 39 chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Ex-ministre de la Communication et des Affaires étrangères, Chisimba Kambouli a été limogé en novembre 2016 par le président Edgar Lungu sur la foi d'accusations de malversation. Toujours député du parti au pouvoir, il est devenu un des critiques les plus virulents du président Lungu et de son gouvernement, dont il n'a de cesse de dénoncer la corruption. Au pouvoir depuis 2015, Edgar Lungu est accusé depuis plusieurs mois par ses adversaires de dérive autoritaire. Ses critiques lui reprochent notamment l'incarcération pendant 4 mois de son principal rival Hakainde Hichilema et l'instauration pendant 3 mois d'un état d'urgence en 2017. La prochaine audience du procès de Chisimba Kambouli a été fixée au 3 septembre. Suite au récent propos du président ivoirien de se réserver la possibilité de briguer un 3e mandat en 2020, les réactions se multiplient. C'est au tour du PDCI, parti de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, de rejeter ce dimanche la mise en place d'un parti unifié avant l'échéance présidentielle de 2020, un projet pourtant soutenu par son grand allié, le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Les reportages. Cette importante réunion du PDCI en présence de son chef, l'ancien président Henri Konan Bédié, intervient 2 semaines après une déclaration de Alassane Ouattara, laissant entrevoir l'idée d'un 3e mandat, dont le 2e s'achève en 2020. Le bureau politique du PDCI, ex-parti au pouvoir, rassure les militants de la détermination du parti à reconquérir le pouvoir en 2020, souligne un communiqué final du parti après 6 heures de débat. Face aux enjeux futurs et soucieux de la préservation de l'union des militants, le parti a également décidé du report, après la présidentielle de 2020, de son 13e congrès ordinaire, pourtant prévu en 2018. Cependant, pour la plus vieille formation politique ivoirienne, la création d'un grand parti unifié ne sera effective qu'à l'issue d'une période transitoire de 12 à 18 mois au cours d'un congrès. Le RDR, parti du président ivoirien Alassane Ouattara, a voté début mai lors d'un congrès extraordinaire pour la formation d'un grand parti unifié avec ses alliés au pouvoir, mais veut une primaire avant la présidentielle de 2020. La transformation en un parti unifié de la coalition au pouvoir, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est un serpent de mer de la politique ivoirienne depuis une dizaine d'années. Voulue par le président Ouattara, elle se heurtait à des réticences au sein de son propre parti, mais surtout de ses alliés et notamment du principal d'entre eux, le PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui a permis son élection en 2010 et 2015. Un des points d'achoppement est justement l'investiture du candidat à la présidentielle de 2020. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation, puisqu'ils ont soutenu celle du RDR à 2 reprises. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est à Cotonou depuis la nuit de dimanche à lundi. Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est rendu pour prendre part à la conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres d'éthique sur la sécurité des soins en Afrique. Reportage. Ce rendez-vous des professionnels de la santé et des technologies du numérique regroupe un grand nombre d'experts ayant à charge le bien-être des patients. L'objectif final est le renforcement du plateau technique médical et le développement du tourisme médical des pays de l'espace CEDEAO. Vu l'envergure de la rencontre qui se déroule du 17 au 22 juin à Cotonou, le directeur général de l'OMS et son équipe ont visité, entre autres, le programme national de tuberculose.
Là se trouve le seul laboratoire de dépistage et de traitement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'un des 4 en Afrique. L'OMS a identifié, parce qu'on formait beaucoup de gens, il y avait des résultats intéressants, l'OMS nous a identifié comme un laboratoire candidat. Donc après ça, à travers un processus bien huilé, avec des contrôles, des supervisions des partenaires, on a fini par nous nommer, nous confirmer laboratoire de référence. Le laboratoire de référence supranational, c'est un laboratoire qui va desservir non seulement le Bénin, mais toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Par rapport à la formation, donc les gens vont venir chez nous ici pour acquérir la formation. Ensuite, pour les examens qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui dans leur pays. Et la maintenance du réseau. Comment faire pour qu'au niveau de tout leur pays, il y ait un réseau qui puisse faciliter le diagnostic à tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans les pays. Donc, c'est un laboratoire régional pour les 2 régions qui va aider à renforcer le diagnostic de la tuberculose et le suivi du traitement. La deuxième conférence des ministres de la Santé et des ministres d'éthique sur la sécurité des patients et la gestion des risques en milieu de soins en Afrique connaît son lancement officiel ce mardi à Cotonou. Ce sera donc tout pour les informations, mais l'actualité sportive prend donc place. On retrouve Johannes Toanou dans quelques instants. Jamais 203, dit-on, Johannes Toanou. L'Afrique a encore perdu en tout cas, son entrée en compétition jusque-là. Pas de victoire pour l'Afrique. La Tunisie, qui est très attendue, a encore chuté. Voilà, quand je viens maintenant, c'était un peu à attendre au vu de l'adversité qu'il y avait pour les Tunisiens. Il ne faut pas oublier que dans cette équipe d'Angleterre, il y a un capitaine qui s'appelle Monsieur Harry Kane, qui est le meilleur buteur du monde sur l'année civile 2017. Il avait marqué plus de buts qu'un certain Lionel Messi et aussi qu'un certain Cristiano Ronaldo. Il a signé un doublé donc parce qu'il avait promis déjà pourchasser Ronaldo, qui était auteur d'un triplé dans son match d'ouverture face à l'Espagne. On s'en souvient. Donc, victoire de l'Angleterre 2-1 face aux Tunisiens qui ont encore encaissé dans les derniers instants du match. Un peu comme l'Égypte et le Maroc. Voilà, un peu comme l'Égypte et le Maroc. Est-ce que finalement c'est une malédiction qui pèse sur le continent? Ce n'est pas une malédiction, je dirais que c'est la rançon de l'impréparation. C'est la rançon de ce que on ne met pas tout en jeu pour sécuriser les 90 minutes de match, parce que on sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais quand vous restez reclus dans vos derniers retranchements sur les derniers instants de match, eh bien, la probabilité est très grande de perdre le match. Il faut signaler aussi qu'il y a victoire de la Suède, 1-0 face à la Corée du Sud. Et puis, victoire, c'était aussi attendu, de la Belgique sur le Panama, 3-0, avec également un doublé de Romelu Lukaku, l'autre attaquant qui était un peu attendu lors de cette Coupe du Monde-là. Reste-toi à nous, la Croatie va finir sa Coupe du Monde à 22. Qu'est-ce qui se passe? 22/23, parce que le sélectionneur Zlatko Dalic a reproché à l'un de ses joueurs d'avoir refusé d'entrer en jeu face au Nigeria. C'était à la 85e minute de jeu. Nikola Kalinic, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a expliqué son refus par des douleurs au dos. C'est un alibi qui n'a visiblement convaincu ni le staff médical, ni son entraîneur. Un alibi douteux donc, qui n'a pas été gobé. On ne saurait donc laisser, on vient maintenant une pomme pourrie dans une sélection alors qu'on a besoin de tout le monde, que tout le monde tire dans le même sens sur une compétition de mois. Donc ce type de joueur-là, on n'en veut carrément pas. Et il ne faut pas oublier de mentionner que le joueur, c'est un récidiviste. Il a déjà été viré en club au Milan AC pour toujours ces problèmes d'humeur-là, notamment par le sélectionneur, par l'entraîneur du Milan AC. Je veux parler de Gennaro Gattuso. Alors, les matchs du jour, le Sénégal entre en compétition aussi. Est-ce que
pour une 5e fois, l'Afrique va perdre. Quand il y a maintenant bien malin, celui qui dira exactement ce qui devra se passer aujourd'hui. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de grands attaquants qui vont rentrer en jeu. La Colombie de Radamel Falcao jouera le Japon en ouverture aujourd'hui à 13h. À 16h, nous aurons la Pologne de Robert Lewandowski qui jouera donc le Sénégal de Sadio Mané. Je crois que c'est une grosse sélection, ce Sénégal-là, on verra. On espère ce qui va se passer. Mais en Russie, puisque le pays organisateur joue ce soir face à l'Égypte de Mohamed Salah, ce sera à 19h, match à ne pas rater. Merci donc à vous, Johannes. Toi, nous, si on se rappelle que la France a quand même défait, le Sénégal du moins, ça a défait la France pour son mondial. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette randonnée de l'information sur Sika. Retrouvez-nous demain pour la même cause, mais l'actualité se poursuit quand même sur nos antennes. Restez calmes.